Donc, mesdames et messieurs, c'est avec une très grande joie que nous revenons vers vous pour vous proposer la seconde visioconférence dans le cadre de l'exposition qui a pour titre 1821-1921, frontières, population, territoire de la Grèce à travers les cartes de l'Institut français d'études byzantines. Ce soir, nous avons invité Georges Tolias, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il va nous parler de la carte de l'État national grec 1800-1830, une affaire française. Chers professeurs, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Je vous remercie de votre participation à cette conférence et le fait de nous apporter vos connaissances spécifiques afin de compléter cette exposition que j'ai citée au début, pour laquelle l'engouement du public est incessant. Je profite d'ailleurs pour vous dire que l'exposition durera jusqu'au 9 novembre inclus. J'aimerais vous dire qu'en tant que communauté hellénique, nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à mettre en lumière une partie de la collection cartographique de l'IFEB. Cette collection est un exemple des trésors pour l'histoire grecque qui existent à Paris, pour la plupart inexploités. L'IFEB, d'ailleurs, dispose d'une bibliothèque très riche avec des volumes rares et constitue une bibliothèque précieuse pour les études néo-helléniques. Je ne manquerai pas de redire que cette expo est le fruit du travail et de l'ingéniosité de la présidente de l'IFEB, Vassa Kondouma, que je voulais aussi remercier encore une fois ici. N'oublions pas enfin les autres organismes qui ont apporté leur aide financière, sans laquelle cette expo n'aurait pas eu lieu. Je le remercie, et je cite, l'École française d'Athènes, l'École pratique des hautes études et l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Je ne vais pas m'attarder davantage. Je laisse la place à Marie Roblin, notre responsable de la commission culturelle, pour vous présenter Monsieur Tolias, Monsieur Tolias, au public français. Je vous remercie. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, de désactiver vos micros. Il n'y a que le micro de Monsieur Tolias qui devrait rester actif. Alors. Monsieur Tolias, réactivez votre micro, s'il vous plaît, pour pouvoir commencer. Non, Madame Roblin. C'est moi qui désactive. Voilà, voilà. On t'écoute. Je peux commencer, très bien. Peut-être qu'il y a fatalement quelques petites redites, et je vous prie d'avance de m'en excuser. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous abordons déjà la seconde conférence en distanciel qui, nul doute, enrichira notre compréhension et notre appréciation de l'exposition. Parmi les éminents spécialistes de la cartographie que nous avons invités, nous voudrions souhaiter la bienvenue et remercier chaleureusement Georges Tolias de sa précieuse contribution à l'événement et plus spécialement ce soir de son intervention intitulée « La carte de l'État national grec 1800-1830, une affaire française ». Georges Tolias est né à Athènes. Il est diplômé de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, docteur de l'Université de la Sorbonne, Paris 4, et titulaire d'une habilitation à diriger des recherches à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Il a travaillé à la Fondation pour la culture grecque et à la Fondation nationale de la recherche, où il est directeur de recherche à l'Institut de recherche historique, département de recherche néo-hellénique. Il est responsable du programme Éducation géographique et histoire de la cartographie, dédié à l'étude historique des conceptions et représentations de l'espace, narratives et virtuelles,
et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'histoire politique, culturelle et technologique. Il est également directeur d'études à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques. Ses travaux, d'abord consacrés à la formation de l'identité culturelle et territoriale grecque moderne, se sont par la suite élargis à la formation et aux fonctions des représentations spatiales du XVe au XIXe siècle, considérées comme produits des transferts entre les savoirs et les techniques d'une part et les priorités idéologiques, politiques et culturelles d'autre part. Sur ces bases, ces thèmes de recherche et d'enseignement se répartissent dans plusieurs domaines. Études historiques des genres géographiques, récits cosmographiques, atlas, cartographie nautique, insulaire. Humanisme et culture géographique, histoire de la géographie et topographie ancienne, histoire de l'archéologie. Histoire des représentations de l'espace grec. Georges Tolias a également des responsabilités éditoriales en tant que co-directeur de la rédaction de revues, ainsi de la revue historique The Historical Review et de la e-Perimetron, revue électronique internationale dédiée aux sciences et techniques relatives à l'histoire des cartes et de la cartographie. Il a publié des monographies et des articles sur la conception et la perception de l'espace grec, l'histoire de l'archéologie et des études grecques, l'histoire de la cartographie, les voyages et la pensée géographique. Je ne mentionnerai pas les titres de ces nombreux écrits qui naviguent entre la mer Égée et les insulaires, les adieux de Rigas, Rigas Phéréos au Iénos, sans compter qu'il s'est aussi lancé sur les traces de Pausanias à la recherche de l'Antiquité grecque. Je terminerai en disant qu'il est lauréat du prix de l'Association pour l'encouragement des études grecques pour son ouvrage « La médaille et la rouille, images de la Grèce moderne dans la presse littéraire parisienne » et du prix Imago Mundi. Je suis sûre que, tout comme moi, vous êtes impatient de l'entendre. Je vous cède donc immédiatement la parole, cher Georges Tolias, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Roblin. Vous me faites rougir avec cette introduction. Alors, le temps passe, oui. Alors, juste un mot, je voudrais remercier tout d'abord la communauté pour son invitation et surtout Vasa Kontuma pour m'avoir inclus dans cette aventure de l'exposition des cartes à la Maison hellénique. J'avoue que j'étais extrêmement chargé. Alors, ma contribution à l'événement, j'ai bien peur qu'elle se limite à cette intervention, cette communication de ce soir. Je vous interromps 3 secondes, Monsieur Tolias. Je voulais juste vous dire que Vasa Kontuma, elle est ici dans une autre pièce à côté pour pas qu'il y ait des interférences avec le son, mais elle vous suit, elle est là, et Madame Mitsou également. Oh, c'est très bien. Voilà. Monsieur Sivignon aussi est là. Monsieur Sivignon, je l'ai vu aussi. Bonsoir, je confirme, je vous écoute avec Marie-Lisa Mitsou et Niki Papailiaki. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et à tout à l'heure à la discussion, j'espère bien. Voilà. Merci. Voilà, alors je vais essayer d'être bref.
le plus bref possible. C'est le sujet d'un livre que je viens de terminer. Alors, vous imaginez bien que je peux parler pendant des heures et des heures sur ce sujet. Je vais essayer de me contenir dans les 3/4 d'heure, 50 minutes de la conférence. Je vais partager mon écran. Partager l'écran, voilà. Mais je ne vois rien. Moi, je le vois. Ah, moi aussi. Voilà, ça y est. Voilà. Alors, je vais baisser un peu les participants plutôt. Voilà. Et là. Alors, je vais commencer par cette gravure, par cette épreuve typographique inachevée. C'est une coïncidence, un coup de chance, une coïncidence assez touchante pour moi. C'est Barbier du Bocage qui a publié, qui a fait imprimer sa carte de la Grèce et de ses colonies, tant en Europe qu'en Asie, a fait tiré des épreuves seulement de la cartouche, d'un chemin inachevé de la cartographie de la Grèce, de la carte de la Grèce. Je crois que ceci correspond tout à fait, cette image inachevée, cette épreuve inachevée, correspond tout à fait au processus de la création de l'État grec au début du 19e siècle, avant et pendant la Révolution, quand toutes les discussions étaient ouvertes. Il n'y avait pas de Grèce encore, il n'y avait pas d'État grec, il y avait une Grèce qui est très bien représentée par la cartouche. Il y avait la Grèce antique, la Grèce ancienne, et ses colonies, ces diasporas successives grecques autour de la Méditerranée, autour de la mer Noire, dans les Balkans, et il n'y avait pas de Grèce proprement dite. La Grèce n'était pas une entité politique, la Grèce n'était pas même une entité géographique, elle était surtout une entité historique et une entité culturelle. Et le hasard a voulu que cette fluidité, cette non-existence, cette impossibilité de définition a trouvé son image dans cette gravure inachevée. Alors, c'est une gravure inachevée française du début du 19e, c'est 1806, je crois que c'est ce tirage. J'aurais dû vous montrer un peu plus grand. Même là, les dates, c'est 1802, 1806, c'est barré, 1811, 1814, finalement, la carte a été assez tard. Même cette carte a pris du temps pour se réaliser. Voilà. Alors, la cartographie, la carte de la Grèce, la cartographie nationale, si vous voulez, de la Grèce. Nationale, c'est trop dire parce que la nation, c'est une notion très complexe et on peut parler d'une cartographie nationale après la création de l'État grec moderne en 1832, mais c'est que je vais essayer d'esquisser, de dessiner légèrement ce soir, c'est comment la cartographie et la géographie ont participé à cette élaboration, à cette création, si vous voulez, à cette construction de l'espace national grec, et de manière assez étrange, parce que la carte et la géographie de la Grèce ont précédé même la révolution grecque et ont précédé l'affirmation, si vous voulez, politique et internationale de la Grèce moderne. Et je dis aussi dans le titre que c'est une affaire française. Pourquoi une affaire française? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la géographie et la cartographie sont une affaire française au XVIIIe siècle. On a, pour s'approcher, on pouvait commencer par Delisle, on pouvait commencer beaucoup plus tôt, tout au début du XVIIIe siècle, mais pour s'approcher à la période qui nous intéresse,
le géographe et le cartographe principal, si vous voulez, du XVIIIe siècle, pas en France, c'est en Europe, au monde, c'est Jean-Baptiste de Bourguignon d'Anville, et c'est sa définition de la Grèce cartographique et géographique qui domine et qui va dominer jusqu'à la fin, et qui n'a pas beaucoup changé de toute manière jusqu'à nos jours. Je vous montre sa carte de côte de la Grèce et de l'archipel de 56 et l'analyse critique de cette carte est publiée l'année suivante par lui-même et qui donne tous les éléments sur lesquels le cartographe s'est appuyé pour créer cette enveloppe, comme il dit, de la Grèce moderne. Il s'est senti incapable de faire une carte véritable, complète, une carte géographique, pas seulement l'enveloppe, mais le contenu aussi de la Grèce moderne, parce que les renseignements lui manquaient. En revanche, les renseignements ne lui manquaient pas pour la carte de la Grèce. Un instant, je vais baisser ça. Pour la carte de la Grèce ancienne. Et la définition d'Anville, comme vous voyez, c'est la Grèce de la période antique, de la période classique. Ça, c'est la carte géographique de la Grèce antique d'Anville. Et il représente la Grèce de la période classique, mettons, les régions du sud jusqu'au mont Olympe, la Thessalie, une partie de l'Épire jusqu'aux côtes, jusqu'à Valona en Albanie actuelle, vous voyez en haut de la carte. Et sa définition de la Grèce, dans son abrégé de géographie ancienne, vous voyez, la Grèce comprend la Macédoine, la Grèce propre, la Grèce centrale, le Péloponnèse, la Crète et les Cyclades. Et ici, sur la carte, il ajoute dans cet encadré la Macédoine jusque, mettons, à Nestos, la frontière orientale de la Macédoine. La Thrace n'est pas comprise et toutes les régions du nord, l'Illyrie évidemment, ne sont pas comprises, ne sont pas compris dans la Grèce d'Anville. Voilà. Alors, et Barbier du Bocage, qui est l'élève de d'Anville, et tous les géographes savants qui ont collaboré à l'encyclopédie méthodique, jusqu'à Malte Brun, qui est français et qui n'est pas d'origine française, mais qui est français, qui publie en France. La géographie et la cartographie sont une affaire française à la période qui nous intéresse. Je rappelle brièvement sur les traces, sous l'égide, mais non, dans le concept même d'Anville, Choiseul-Gouffier, grand voyageur et puis après ambassadeur de la France à la porte ottomane, avec son voyage pittoresque, il explore ces régions-là précisément. Vous voyez la carte de la Grèce ancienne, de la Grèce moderne de Choiseul-Gouffier. C'est une copie de la carte d'Anville. C'est une carte presque vide, toujours presque vide. Très peu de choses sont marquées dans le Péloponnèse en Attique. Le reste, c'est pas cartographié, c'est des régions inconnues. Il a fait travailler beaucoup de monde, Fauvel, Athènes, Coffer, des ingénieurs, des travaux très importants sur le Constantinople, le Bosphore. Alors, si vous voulez, la géographie et la cartographie française se transporte en Orient, se transporte en Grèce pendant l'ambassade, d'abord le voyage et puis après l'ambassade de Choiseul-Gouffier. Il y a une petite académie de géographes, d'ingénieurs, de topographes qui travaillent il faut ajouter dans cette tradition, on s'approche à 1800, l'atlas de la Grèce ancienne
que le collaborateur de Choiseul-Gouffier et l'élève de Danville, Barbier du Bocage, a fait la classe qui accompagnait le voyage de Jonathan Carcis. Et là aussi, là on a une Grèce, si vous voulez, à la danvillienne, mais qui commence à s'étendre un tout petit peu. C'est les côtes de l'Asie mineure, les colonies grecques à l'Asie mineure aussi sont incluses. En bref, quelques images de l'Atlas. Et la carte finale de l'Atlas commençait, cette carte elle a été commencée à 1779, elle a été achevée en 1806, on a vu tout à l'heure l'épreuve, elle a été imprimée, publiée finalement en 1811. C'est une carte des colonies finalement, de la colonisation, carte de la Grèce, c'est une grande partie de ces colonies. Elle est influencée, je crois, comme concept spatial par la carte de Rigas, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Même les grandes entreprises, si vous voulez, géographiques ou topographiques, plutôt britanniques, je vous donne l'exemple des Antiquités d'Athènes de Stuart Revet, le troisième volume qui est publié en 1794, ils vont se servir du modèle danvillien, et c'est un cartographe français émigré à Londres après la Révolution 1794, La Rochette, et qui fait la cartographie et la géographie, pas seulement de la Grèce, on a dit, c'est une affaire française, et les géographes et les cartographes français dominent sur la scène. Mais il y a une autre raison pour laquelle la géographie et la cartographie de la Grèce moderne, mettons, est une affaire française, c'est la raison politique. Je vous montre sur cette image l'empire napoléonien, les États satellites, c'est en la couleur bleue, mettons. Et à part l'Italie, vous voyez que l'Empire français s'était étendu au début du 19e siècle aux provinces illyriennes, 1809, avec Trieste comme capitale. Et même cette partie-là, le sud de l'Illyrie, et en même temps, ils occupaient Corfou dès la fin du XVIIIe siècle, 1799, jusqu'en 1807. Non, excusez-moi, françaises, les îles, à la fin du XVIIIe, après le Campo Formio, elles changent de main, elles sont sous protection russe jusqu'à 1807, elles redeviennent françaises entre 1807 et 1814. Alors vous voyez, l'Empire s'approche à des frontières, si vous voulez, avec le continent ottoman, dont une partie va devenir la Grèce après la Révolution. Et je crois que nous pouvons suivre par les projets cartographiques de la période napoléonienne, on peut suivre ce projet grec de Napoléon dont on n'a pas de traces concrètes dans les autres sources. Comme vous savez bien, Napoléon était obsédé par les cartes. Il avait son cartographe personnel, si vous voulez, son cartographe, Baclé d'Albe. On le voit ici à droite donner la carte de la région à l'empereur ou pendant la bataille, des gravures. C'est connu, l'obsession de Napoléon avec les cartes. La cartographie était l'instrument visuel le plus moderne qui existait à l'époque. C'était, on pourrait dire, si vous voulez, le virtuel, l'Internet de l'époque. C'était un support sur lequel tous les renseignements existants sur un lieu pouvaient être rassemblés de manière synthétique. C'était la pointe, si vous voulez, de la modernité. Et Napoléon
avec Bakledal, il avait beaucoup investi sur ce point. Il avait créé les dépôts, il avait réformé les dépôts de la guerre, il avait créé des écoles de géographes ingénieurs, j'en ai là, les ingénieurs géographes, c'est Bakledal qui a dessiné leur costume. Et il crée des bureaux topographiques et des dépôts de la guerre dans tous les pays qui incluaient progressivement dans l'Empire. Et il y a une série de géographes et de topographes, surtout du dépôt de la guerre italien et du bureau topographique ou dépôt de la guerre, c'est pas très clair chaque fois quelles étaient les nominations officielles. En Italie, à Naples, à Trieste, et c'est par ces régions-là, par Naples, par Rome, Milan et Trieste, que les expéditions topographiques d'exploration, une sorte d'espionnage. C'est assez intéressant cette question-là. Ce n'est pas exactement de l'espionnage parce que c'est beaucoup plus systématique qu'un espionnage. Les dépôts de la guerre sont des services, à la période napoléonienne, sont les services où aboutissent tous les renseignements sur toutes les régions du monde qui intéressent la politique et les événements, où se déroulent les événements politiques et militaires, les ambitions, si vous voulez, d'expansion de l'Empire. Et ils sont, c'est des dépôts parce que là, tout est conservé. Il y a des ingénieurs géographes qui évaluent le matériel de manière critique, qui recopient un travail de documentation scientifique, si vous voulez, pour garder les choses positives et créer des cartes à partir de ce matériel-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs cartes construites, fabriquées, produites par le dépôt de la guerre sont imprimées à un seul exemplaire pour l'usage personnel de l'empereur. C'est assez intéressant parce qu'ils impriment un seul exemplaire. Ils ne se contentent pas à un bon manuscrit. Ils veulent que la carte soit standardisée, mais pas diffusée. Alors, il y a cette histoire de la grande carte de l'Europe en 140 feuilles, je ne me rappelle pas combien, 180, imprimées à un seul exemplaire. Plusieurs cartes, comme une carte de Morée qu'on va voir tout à l'heure aussi, imprimée à un seul exemplaire. Et quand la campagne militaire commence, là, ils peuvent imprimer 3 ou 4 autres exemplaires, pas plus. Une fois que le matériel n'a pas de valeur, n'a pas d'importance militaire et stratégique, le dépôt de la guerre imprime pour le grand public. Et il imprime et ils peuvent même vendre directement ou indirectement, soit le dépôt lui-même, soit les collaborateurs du dépôt. Les géographes ingénieurs ont des salaires assez médiocres et ils ont le droit de publier à leur compte le produit de leurs travaux. Alors, une première, excusez-moi, cette toute petite carte à gauche, elle n'est pas petite, elle est assez grande, mais elle n'est pas très bonne. C'est Baclé d'Albe qui l'a publiée en 1800 comme dernière 25e ou 25e carte de l'Italie. Il produit la grande carte de l'Italie en 24 feuilles et en plusieurs feuilles plus tard pour Bonaparte. On est en 1800, je crois, ou 1799. Et la dernière carte de la série, c'est la carte de la Grèce, abrégé historique de campagne, vous voyez, des Français républicains en Italie. Et c'est il ajoute ça parce que ces 4 départements
les îles Ioniennes, le département de Corfou, d'Ithaque, je ne me rappelle pas comment c'est Zante, et le département de la mer Égée, parce que Citer aussi faisait partie des îles qui avaient passé à la France avec le traité de Campo Formio, quand le démembrement de Venise entre la France et l'Autriche. Et on a une première carte, mettons, militaire, comme appendice, si vous voulez, de la grande carte de l'Italie. Et le projet cartographique de la représentation et de la définition, si vous voulez, de la Grèce commence avec cette carte de Baclès d'Albe. À 1800-1801, Barbier du Bocage, on a parlé en vitesse de Barbier du Bocage, un helléniste, savant, géographe, élève de Danville, associé à Choiseul-Gouffier, créateur de l'Atlas pour le voyage du jeune Anacharsis en Grèce ancienne, est chargé, est nommé géographe du ministère des Affaires étrangères. Et il a la commission de construire la carte de la Morée. On ne peut pas dater précisément la commande de cette carte, mais on sait par sa correspondance et on sait par l'envoi des dossiers relatifs à la Morée du ministère des Affaires étrangères au dépôt de la guerre que 1801 déjà, Barbier du Bocage travaillait sur cette carte. Cette carte, le projet de la fabrication de cette carte s'abandonne après la défaite française en Égypte. Le projet oriental de Napoléon, mettons, Bonaparte encore, mettons, n'est plus à l'ordre du jour. Le travail de Barbier du Bocage, on ne sait pas s'il est achevé ou non, mais la carte n'est pas produite, n'est pas gravée, et c'est en 1807, au temps de Tilsit, quand les projets d'expansion contre l'Empire ottoman recommencent, que la carte a été publiée. Elle reste, un instant, 2 mots sur la carte, vous voyez, il y a, mais ce n'est pas une bonne carte, mais c'est une belle carte. Elle est sans titre, elle n'a pas de titre, le nom d'auteur n'est pas mentionné. C'est le seul exemplaire que je trouvais dans cet état-là. Je vais vous montrer l'état suivant. Et je crois que ça doit être une de ces impressions de 2 ou de 3 copies faites pour l'empereur. Vous voyez. Et les encadrés, c'est les détroits de l'Épante, Rio Andirio. L'entrée, ça veut dire ici l'entrée de ce qu'ils appelaient à l'époque le golfe de l'Épante, le Corinthiakos d'aujourd'hui. Le Navarin, ça c'est assez intéressant, le grand port naturel du Navarin qui se situe là. Déjà les Russes, à leur expédition de 1768, c'était là qu'ils s'étaient installés au début. Le projet d'expansion sans doute incluait une conquête navale de Navarin aussi, et l'isthme de Corinthe, le 3e encadré, qui est le point stratégique pour quiconque occupe le Péloponnèse. N'importe quelle armée doit descendre par l'isthme. Alors, c'est l'isthme, le grand port, l'isthme stratégique, si vous voulez, et les détroits. C'est une carte militaire, sûrement. Alors, un instant, il faut que j'aille en vitesse vous montrer
Voilà. Les cartes qu'on trouve dans les bibliothèques et dans les collections d'habitude, la version de la carte qu'on trouve est celle-ci. C'est exactement la même, mais il y a l'addition d'un commentaire par Barbier du Bocage, où il dit « Carte de la Morée dressée et gravée au dépôt de la guerre par ordre du gouvernement en 1807, publiée en 1814. Et ensuite, Barbier du Bocage est l'auteur de cette carte. C'est le titre, si vous voulez, le plus étrange qu'on a. Et là, il donne la liste des matériaux dont il s'est servi pour la construction de la carte. Je reviens. Voilà. Alors, à la même époque, entre 1801 et 1807, 1801, 1802, c'est à l'époque pendant laquelle Barbier travaille sur sa carte de la Morée, Pouqueville revient de l'Orient. Il était emprisonné pendant 3 ans au château de Sept-Tours, comme tous les citoyens français résidant dans l'Empire ottoman pendant la guerre d'Égypte. Et en revenant, il collabore avec Barbier du Bocage pour publier les 3 volumes de son voyage en Morée à Constantinople et en Albanie. Et c'est un témoignage assez étrange parce que c'est un prisonnier, il a été fait prisonnier à Modon, il a traversé comme prisonnier à pied de Modon jusqu'à Tripolitsaï, qui est le Tripolis actuel, qui est le siège du pacha de Moravalesi, du gouverneur ottoman de Morée. Et là, à pied, encore une fois, de Tripolitsaï jusqu'à Nopli, et il s'embarque à Nopli pour aller à Constantinople pour s'enfermer en prison. Alors, c'est pas un récit de voyage tout à fait, c'est une construction ultérieure, postérieure aux événements, où il rassemble tous les renseignements qu'il a pu rassembler pendant son emprisonnement. Par les autres, ses propres témoignages un peu, mais surtout, c'est que tous les consuls, les commerçants, tous les résidents français en Empire ottoman lui ont raconté. Et c'est Barbier du Bocage qui transforme ça en texte géographico-descriptif, mettons, et il ajoute les descriptions de l'Égypte, de l'Épire, des régions d'Ali Pacha, dont le ministère des Affaires étrangères avait plusieurs rapports sur ces régions-là, parce que les missions françaises au territoire d'Ali Pacha étaient nombreuses. Je vais vous dire comment et pourquoi. Et il a ajouté aussi un récit enrichi d'un précis historique et géographique sur l'ancien empire et des cartes dressées par M. du Barbier du Bocage, géographe des relations extérieures, etc. etc. Alors, les 2 cartes importantes de l'ouvrage, c'est les 2 centres du pouvoir ottoman en Grèce future, ou en Grèce, si vous voulez, géographique. Tripolitsa, c'est l'une, le siège de Moravalesi, et Janina, excusez-moi pour la reproduction, je ne pouvais pas trouver, ces derniers jours, j'ai perdu la carte, une bonne version de cette carte, toutes les 2 dressées en 1804. Alors, et plusieurs autres représentations, si vous voulez, des mêmes régions. Janina et ses environs dans un rayon de 6 lieues par Barbier du Bocage, c'est 1800 aussi pareil. Je vous montre le travaux. Non, ça c'est un peu. Là, c'est pas correct. Entre 1806 et 1807, il y a on a une petite période, même pas une année, de bons rapports entre la France et l'Empire ottoman. On a de nouveau
il faut dire que la France était l'allié traditionnel de la Porte depuis François Ier. Et c'est l'expédition en Égypte qui a tout perturbé. Et c'est cette expédition qui a permis aux Britanniques de remplacer les Français comme garant, si vous voulez, de l'intégrité ottomane, ce qu'on avait, c'est que le Français faisait jusqu'à 1800. Jusqu'à 1799. Ces mauvais rapports, si vous voulez, ont connu une phase, une période d'amélioration entre 1806 et 1807, quand il y a eu la guerre russo-turque. Et là, les Français qui ont soutenu militairement, financièrement et avec un savoir-faire technologique aussi pour les fortifications ou pour l'Empire. Et on a eu plusieurs missions dans l'Empire et nombreuses dans les régions qui étaient sous le contrôle d'Ali Pacha. Plusieurs ingénieurs géographes ont été envoyés, Guillaume de Vaudoncourt, Gaetano Palma, Tromelin, et il y a une grande série de documents dans les archives militaires, des descriptions des routes. Et voilà, je vous montre dans ce genre-là. Alors, de ce matériel-là, commence à sortir des cartes. Déjà, en 1811, à Trieste. Trieste, vous vous rappelez tout à l'heure, Trieste est la capitale, mettons, des provinces illyriennes entre 1809 et 1812, une sorte d'État satellite de l'Empire français. C'est Gaetano Palma qui publie, ça c'est la carte, je crois, la plus intéressante, qui publie la carte de la Turquie, de la Turquie d'Europe, en deux langues, en français et en grec. C'est une carte assez étrange avec le Péloponnèse coupé de sa place et exposé en encadré au sud de l'Italie. Pour les deux langues, voilà. Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας πάλε μεν Ελλάδος, παρά Γαετάνου Πάλμα, Interiestio, 1800, je ne sais pas, c'est sans doute 11. Et voilà, pour, si vous voulez voir les deux langues. Ici, on a Nausa et Nyausa. C'est G-N-A-U-S-I-A. Partout. Veria. Et il marque toutes les routes entre les villes. Et le chiffre qui ajoute assez souvent, quand il a la possibilité, vous voyez, c'est les heures de marche, la distance en heures de marche entre chaque station de la route, 8 heures de marche. L'heure de marche est la mesure conventionnelle des distances dans l'Empire ottoman. Ce n'est pas lui qui l'invente. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'ici, il donne la liste des populations de toutes les villes importantes alors une sorte, c'est pas une recension, mais c'est pour que dans la possibilité, dans l'éventualité d'une invasion, de savoir les distances d'une part et l'importance des agglomérations de villes que l'armée pourrait rencontrer. Une deuxième carte est sortie de ce... je vous montre aussi, ça a été publié tardivement par Tromelin. Il a publié ça en 1828 avec un texte philhellénique
où il propose de l'intervention militaire, c'est après Navarin évidemment, mais l'intervention militaire occidentale, de ne pas laisser les Russes seuls faire la guerre, que tout le monde doit faire la guerre contre l'Empire ottoman pour créer un pays, une Grèce indépendante. Et même ça, c'est assez intéressant, il propose une confédération, il ne veut pas un État national. Et là, à gauche, vous avez deux dessins manuscrits de Tromelin tirés des rapports qu'il a envoyés pendant sa mission en 1807 à la cour d'Ali Pacha et à un autre voyage qu'il a fait depuis Corfou, je crois, jusqu'à Constantinople. Ce genre de matériel. C'est les topographes, les ingénieurs géographes apportaient des éléments de détail assez, c'est des heures de marche, des distances et la configuration du terrain, et c'est les géographes de cabinet au dépôt de la guerre qui évaluaient tout ça pour pouvoir créer la carte après. Alors, Guillaume de Vaudoncourt est encore plus intéressant. Guillaume de Vaudoncourt est intéressant de toute manière parce que c'est un de ces généraux de Napoléon qui a été transformé en combattant de la liberté. Il a été condamné à mort après les 100 jours. Et il a perdu toute sa fortune parce qu'il était condamné à mort. Alors ses enfants et ses frères et sœurs qui l'ont hérité, lui, il était vivant. Il s'est réfugié, je crois, au début en Italie et puis après à Munich parce que il est resté assez longtemps à la cour de Eugène de Beauharnais. C'est le roi d'Italie était le fils adoptif de Napoléon, mais sa fille a épousé le roi de Bavière. Alors, le prince Eugène avait une cour de réfugiés proche de Napoléon pendant leur exil. Guillaume de Vaudoncourt était un de ces gens-là. Avant de s'installer à Munich, il a passé une année ou deux à Londres, entre 1815 et 1816. Et il publie une géographie, il appelle ça Memoirs on the Ionian Islands, parce que les Anglais sont les nouveaux maîtres des îles Ioniennes. Alors la clientèle voulait un livre sur les îles Ioniennes. Il n'y a presque rien sur les îles Ioniennes, tout est sur l'Empire ottoman, Ali Pacha, les régions grecques et une description géographique de la future Grèce, si vous voulez. Et vous voyez la carte aussi, c'est la même chose. Et il devait, pour vivre, il gagnait sa vie en publiant et en tirant profit de ses connaissances de géographe et de géographe militaire. Il était le responsable du dépôt de la guerre du Royaume d'Italie et il avait gardé avec lui bon nombre de rapports de toutes ses missions, sa propre mission personnelle. Il est resté 4 ou 5 mois à la cour d'Ali Pacha. Il a fortifié Janina, il a reconstruit la fortification de Preveza. Il a créé une fonderie pour des canons. Ça, c'est bon, c'est pour la cartographie. Il publie à Munich en 4 feuilles la carte de la Turquie d'Europe avec un mémoire quels sont les matériaux dont il s'est servi. Et là, il donne la liste de tous les documents, de toutes les missions françaises entre 1806 et 1807, un peu plus tard. C'était la période du soutien militaro-technologique, si vous voulez, de la France à Ali Pacha et à la Porte. Voilà. Et plus tard, il republie la portion grecque, si vous voulez, de l'Empire d'Europe. C'est en 1829, c'est quand la Grèce est presque créée. Il publie en 2 feuilles sa carte de la Grèce. Alors, pour revenir à Pouqueville, lui, il était nommé à la cour d'Ali Pacha, le consulat général de la France à Janina était créé
dans ce cadre, dans ces cadres politiques, dans cette vision d'expansion, il n'y avait pas de consulat général de la France à Janina avant Pouqueville, et il n'y a pas eu après. Après le succès de son premier livre, qui n'était pas son propre livre, c'était surtout Barbier du Bocage qu'il avait édité, si vous voulez. Il a été nommé consul à Janina, consul général de France à Janina. Il est resté 10 ans là. Il a rassemblé beaucoup de matériel. Il s'est mis en contact avec Palma, avec Tromelin, avec Gaëtan, avec Baudoncourt. Et il parle de tous ces gens-là dans ce récit, qui n'est pas un récit de voyage, mais qui est une géographie de la Grèce. La structure de l'ouvrage est complètement géographique, c'est région par région, centre politique, religion, mœurs, droit, administration, et surtout, la chose qui est la plus intéressante, c'est l'identification systématique des régions actuelles avec les régions antiques. C'est ce projet, si vous voulez, de la restauration de la Grèce, c'est Pouqueville, c'est l'aboutissement de ce vieux projet, le vieux rêve de l'humanisme de la Renaissance de la Grèce. C'est du point de vue géographique, c'est Pouqueville qui le mène à bout. Et il le mène à bout, évidemment, non pas en érudit ni en savant, c'est les régions antiques, il y a pas mal mentionné par Pouqueville qui n'ont jamais existé, et les régions modernes, c'est pareil. Il prend les Khazars ottomans, et il déforme soit leur nom, soit leurs étendues, soit les deux, et en même temps, il crée des régions antiques par un nom, par une consonance, en lisant un poème. C'est la Séléide, par exemple, c'est une région qui n'a jamais existé, mais pour lui, ça lui convient très très bien parce que la Séléide et les cantons, comme il appelle ça, vous voyez, canton, et le canton des Souli peuvent être le même. Évidemment, les érudits, ils étaient ahuris avec ce que Pouqueville avait fait comme construction, mais du point de vue politique et idéologique, c'était quelque chose de très, très important. Alors, la première édition du voyage de Pouqueville, c'est 1820. Et pour cette édition, c'est il collabore avec Barbier du Bocage et il fait cette carte que vous voyez à gauche. C'est une très mauvaise carte de tout point de vue. Tout d'abord, elle est petite, puis après, elle est lithographiée, mal lithographiée, et puis elle ne retient rien du système de Pouqueville. Barbier, il était assez sage pour retenir toutes ces identifications. Il garde les frontières des régions suggérées par Pouqueville sans les nommer. Il ne garde que les routes et le nom des villes et toute la structure géographique, toute la construction géographique de Pouqueville disparaît. La deuxième édition du voyage qui va être produite entre 1825 et 1826, c'est un géographe, un ingénieur géographe qui va collaborer avec Pouqueville, c'est Pierre Lapie, qui est le cartographe, si vous voulez, du dépôt de la guerre à cette époque-là, et qui va accepter le système, les identifications. C'est pour ces identifications. Vous voyez, c'est assez intéressant ce qu'il fait. Pour identifier les cantons modernes, les Khazars ottomans aux provinces antiques, sans qu'on sache qu'est-ce que c'est que ces provinces, il se sert pour intermédiaire des divisions ecclésiastiques, des évêchés et des juridictions des juridictions ecclésiastiques qui gardent un peu quelques souvenirs de la nomenclature régionale antique. Les évêchés du 3e ou du 4e siècle, il prétend, et vous voyez, et il compare les évêchés ecclésiastiques aux
aux provinces antiques et aux cantons, les cantons, le canton Saint-Terme, lui, le canton. Et on trouve sur les cartes de Lapie les deux provinces. La Grèce n'avait pas de province, seulement à la période romaine, et elle en avait 3 ou 4, quand elle n'était elle-même une seule province. Et vous voyez, le nom des cantons et de sa dépendance, et il ajoute aussi le nombre des villages et une sorte de recension de la population. C'est très, très bien structuré. Tout est discutable, si vous voulez. Les chiffres, même les chiffres diffèrent d'une édition à l'autre sans que personne ne sache pourquoi. J'ai fait quelques vérifications, même les additions sont fausses. C'est très brouillon comme pratique, mais c'est génial et adopté par les philhellènes et le cartographe français. Alors, Pouqueville, Lapie se servit déjà de ces structures, de cette construction de Pouqueville quand il a fait sa carte générale de la Turquie d'Europe en 15 feuilles. C'est une carte monumentale, 3 mètres sur 2, je crois, dressée sur les matériaux recueillis par Guilleminot, Tromelin, je ne sais pas pourquoi elle est passée en bas, et Pouqueville. Paris, dépôt de la guerre 1822. La première livraison, c'est 1822, la dernière, c'est 1825, mais la carte était terminée juste après construite juste après l'édition du voyage de Pouqueville, et déjà les deux, ils ne sont pas collaborés, mais quand même, il faut aussi insister un peu sur les noms. Tromelin, il est à cette époque-là inspecteur général de l'infanterie. Guilleminot est le directeur du dépôt de la guerre, du dépôt de la guerre, et il sera un peu plus tard ambassadeur à Constantinople. Et voilà, je vous montre la partie sud de la carte. C'est très difficile de montrer des cartes. Ça, c'est 6 ou 7 feuilles de la carte. Et on n'a pas le temps, c'est pas aujourd'hui, c'est un séminaire de recherche à examiner de près la structure géographique et l'organisation spatiale de cette Grèce. Mais je vous assure, j'ai déjà fait ces Pouqueville et le système de Pouqueville derrière. Et voilà les 2 cartes que Lapie a fait pour la 2e édition du voyage de Pouqueville, où toute cette structure, toute cette construction, si vous voulez, géographique de la Grèce moderne et de la Grèce ancienne, en même temps, est proposée. En 1826, quand Lapie travaille pour la carte, pour les cartes du voyage de Pouqueville, il publie sa belle carte et sur ça je termine, je pense, la carte physique, historique et routière de la Grèce dressée au 400 millième, d'après les matériaux recueillis par Guilleminot, qui est en ce moment ambassadeur, Tromelin, inspecteur général d'infanterie, ainsi que d'après le voyage mémoire et itinéraire de M. Pouqueville, Gel Dodwell est appuyé sur les observations astronomiques de M. le capitaine de vaisseau Gauthier et Smith, par le chevalier Lapie, premier géographe du roi, etc., gravé au dépôt de la guerre, mais une activité, si vous voulez, commerciale en 4 feuilles. C'est, je ne sais pas si je l'ai mis en détail. Oui, je l'ai mise. Alors, la première feuille, tout d'abord, le système de Pouqueville, le système géographique de Pouqueville est retenu, gardé complètement, c'est province et canton. Les provinces sont les provinces antiques, avec leurs appellations antiques. Et dans cette antiquité, si vous voulez, régionale, on a les cantons qui sont une identification des Khazars ottomans plus ou moins, avec des juridictions antiques qui peuvent être préhistoriques, homériques, ça veut dire, qui peuvent venir de poèmes homériques ou de la Grèce antique, ou les peuples enregistrés par Ptolémée ou décrits par Pline ou par Strabon, ou inventés même par Pouqueville à cause d'une résonance ou d'une fausse étymologie.
et les encadrer. On a Butrinto, qui est en Albanie actuelle, un peu plus au nord, voilà, en face de Corfou, vous voyez là. Ici, il commence par Butrinto. Après, c'est Navarin, au sud. La région de Parga, qui intéressait le public à cause de la vente. C'était un des annexes, Parga, c'était un des annexes des îles ioniennes. Et les Britanniques, quand ils ont pris la possession des îles, ils ont vendu la région de Parga aux Ottomans, et c'était le grand scandale. C'est même des poètes, des peintures, tous les habitants de Parga ont abandonné leur village pour ne pas. Ils ont émigré dans les îles, surtout à Corfou. Et le Coron, Modon au sud du Péloponnèse, pardon. Athènes, par le plan de Fauvel. Il y a plusieurs dérivés du plan de Fauvel, mais quand même Fauvel, c'est la base. Il y a eu même des éditions philhelléniques pendant les sièges d'Athènes. Et on continue avec Nauplie, qui est le siège du gouvernement grec de l'époque. C'est la capitale, si vous voulez, le siège du pouvoir. Mettons, il n'y a pas de capitale. L'isthme de Corinthe, ça c'était déjà dans le voyage de Pouqueville, dessiné par Barbier. L'isthme dessiné par Barbier, on l'a vu sur le Péloponnèse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Coron et on a Missolonghi aussi, le siège du pouvoir, si vous voulez, le révolutionnaire de la Grèce occidentale. Athènes, c'était de la Grèce orientale. Nauplie, c'était du Péloponnèse et siège du gouvernement provisoire révolutionnaire. Alors, les centres politiques qui étaient en même temps les endroits où la révolution risquait le plus, parce qu'Athènes était assiégée. Missolonghi, en 1826, c'était juste au moment de la chute. Et les autres centres stratégiques, points stratégiques fortifiés, comme Modon, Coron Modon et Coron, je crois. Et Navarin, voilà. Une très belle carte de la Grèce. Alors, on a, comme ça, vous voyez, c'est pour terminer en vitesse, c'est l'avoir dans son ensemble. À la conférence de Poros, je pouvais continuer pendant des heures et des heures, mais à la conférence de Poros, après Navarin, les puissances protectrices, la France, la Russie et la Grande-Bretagne, ont commencé à discuter l'éventualité de la création d'un État grec. Et la Convention de Londres, d'une certaine manière, proposa à la porte, a commencé à faire des propositions à la porte, et les discussions ont terminé après la guerre russo-turque, quand les Russes sont arrivés jusqu'à Constantinople presque, et quand les Français occupaient déjà la Morée pour que l'armée turco-égyptienne évacue la péninsule. Et sous ces termes-là, les Ottomans ont accepté la création d'un État grec. Les ambassadeurs de puissances protectrices, ils étaient rassemblés à Poros. Poros est une île très près de l'Argolide, dans le Péloponnèse. Et ils ont posé la question à Kapodistrias: quelles pourraient être les frontières quelles seraient les frontières désirées du pays. Et lui, il décrit la carte de la paix. Il dit jusqu'au Mont Olympe, jusqu'à Corfou et les îles. Mais évidemment, il ajouta Crète et Chypre. Mais à part Crète et Chypre, tout le reste, c'est que la paix décrit. Et en descendant en Grèce, avant cette conférence de Poros, quand il proposa officiellement, par une lettre officielle de Panhelline, du Parlement, si vous voulez,
cette sorte de parlement des représentants de l'Assemblée des représentants du peuple grec, où il proposa ce que l'API proposait comme l'API Pouqueville proposait comme frontière. Il avait demandé au gouvernement français, parce qu'il avait fait le tour de cours, il a passé par Saint-Pétersbourg, par Paris et par Londres. Et quand il était à Paris, il demanda une carte de l'API vide, c'est-à-dire seulement les frontières, les côtes, les montagnes et les rivières, pour qu'il puisse, plusieurs copies de cette, au dépôt de la guerre, il demanda ça, vide, pour qu'il puisse faire sa gestion des travaux des statistiques. Il a dit plusieurs copies de cette carte vide. Voilà, en 2 mots, c'est on a d'une part un projet humaniste qui est la restauration de la Grèce, la bonne connaissance, la meilleure connaissance de la Grèce antique, la compréhension du cadre spatial, si vous voulez, de la civilisation antique. C'est ça la curiosité géographique des humanistes, si vous voulez, du XVe siècle jusqu'à Danville, Barbier du Bocage, Choisy-Gouffier, le reste. Et de l'autre côté, on a les plans d'expansion de l'Empire français vers l'Orient et la conquête, la libération, si vous voulez, de la Grèce. Et ces 2 processus se rejoignent à l'époque napoléonienne. Les mêmes personnes s'occupent de la cartographie de la Grèce, surtout Barbier du Bocage, qui est helléniste. Les autres, c'est des ingénieurs. Jusqu'à l'API. Mais cette connaissance de la géographie antique leur permet, pas à tous, permet à Pouqueville, qui est un dilettante, qui est superficiel, qui n'est pas un érudit, de faire de procéder à cette construction de l'espace grec, un espace national qui a ses origines à l'Antiquité. Il crée un espace qui est à la fois moderne et qui a des racines antiques. C'est la même patrie, c'est la patrie des anciens et la patrie des modernes. C'est tout le discours révolutionnaire grec trouve son expression dans cette géographie, cette cartographie philhellène de Pouqueville. Et cette image-là est renversée, si vous voulez, elle revient en Grèce, elle est adoptée par le gouvernement révolutionnaire. Tous les épitropies et les commissariats, Capodistris divise le pays en régions qui sont les provinces de Pouqueville, et en sous-région, là, ce n'était pas le canton de Pouqueville, parce que là, c'était beaucoup plus compliqué. Il avait affaire avec la réalité. Et ce qu'il a fait, c'est une autre discussion. C'est assez chaotique et ça n'a pas été retenu. Et toute la discussion diplomatique, si vous voulez, c'était finalement sur cette proposition de la géographie militaire et humaniste française, qui est de très longue date, mais qui a été condensée et concrétisée au cours de ces 20-25 années, premières années du 19e siècle. Alors, je ne sais pas si je vous ai épuisé, mais ça fait vraiment 50 minutes que je parle. Voilà. Je m'arrête. Parfait. Pour le temps, j'espère, hein, j'étais correct. Mais tout à fait, tout à fait. Merci infiniment. Je voulais vous dire que les personnes qui ont des questions à poser, Monsieur Tollies, vous pouvez arrêter le partage de l'écran. Oui, un instant. Comme ça. Où est-ce que je vais trouver ça? Vous pouvez m'aider? En bas de votre. PowerPoint. Attendez, cela arrêtera. Oui, ben voilà, je l'arrête. Ah, merci. Voilà. Beaucoup. Comme ça, on revient à la conférence. Non, je vois toujours votre écran. Votre écran est toujours partagé. Voilà, j'ai trouvé le partage.
arrêter de partager. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on vous voit, vous. C'est parfait. Donc, les personnes qui veulent intervenir, je vous demanderai de lever la main en utilisant la petite figurine qui est en bas de votre écran. Dès que vous mettez le curseur en bas de votre écran, il y a une petite figurine qui dit réaction. Donc, vous pouvez cliquer dessus et lever la main. Avant cela, et pendant que vous vous préparez, je voudrais donner la parole à Vasa Konduma qui la demande. Vasa, c'est à toi. J'arrive. Voilà, merci beaucoup. Comme vous voyez, je suis ici avec Marie-Lisa Mitsou et Niki Papailiaki aussi. Voilà, nous vous avons écouté avec très grand intérêt et nous avons pu partager enfin, nous étions presque comme si nous étions en présence et nous avons pu bénéficier ainsi de cette belle présentation extrêmement intéressante, je dois dire, et qui nous amène vers ce que nous avons vu tout à l'heure, parce qu'il y avait encore une visite de l'exposition il y a une nuit. Et évidemment, nous avons vu avec les visiteurs, qui étaient nombreux, je dois dire aujourd'hui, nous avons vu cette carte de la Grèce de 1852 qui marque le début de l'exposition ici. Alors bon, qui est une carte française, qui est l'aboutissement aussi du travail fait par les Français après l'expédition de Morée. Alors évidemment, vous vous arrêtez pile, voilà, au moment où ça commence, je dirais ici que… alors, on a évidemment l'API qui est prise en compte par la suite, mais vous vous arrêtez sur cette carte. Alors, j'ai plein de questions, évidemment, je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'ai 3 questions, je vais quand même les poser. Et puis, voilà, j'essaierai de me contenter de réponses peut-être plus brèves que je ne le souhaite, mais voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, tout d'abord, concernant le dernier point que vous avez dit, et pour revenir à ces cartes qui finalement vont être utilisées dans l'État grec indépendant, vous parlez de cette association des travaux militaires et érudits aussi de ce mouvement qui est aussi un mouvement philhellène, et vous parlez de cette division administrative qui va être élaborée par Kapodistrias, notamment sur ces je ne sais pas si on peut dire, sur ces récits, sur ces reconstitutions à partir de l'histoire plus ancienne du territoire. Alors, une question très simple, est-ce que sur cette carte de 1852, est-ce que les divisions administratives qui vont apparaître découlent directement, avec beaucoup de noms antiques, hein, évidemment, est-ce que ça découle directement de ce moment d'échange et de retour vers les territoires antiques, ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'autre? Est-ce que ces noms finalement vont apparaître comme des créations nouvelles ou des recréations, ou est-ce qu'elles viennent directement de cette tradition de Pouqueville? Alors ça, c'est une première question. La deuxième, elle est vraiment là, on a toutes les 3 peut-être régies quand vous avez montré cette carte, je crois de 1807, oui. Avec dans l'encadré navarin. Est-ce que c'est 1807 ou 1801? 1807. Voilà, Nick m'a dit 1807. 1800, Voilà. 1800, le dessin. J'avais bien entendu, j'avais entendu 1800. Elle a été gravée en 1807 et gravée pour le commerce en 1814. Alors, donc nous avons tous raison. Les dates sont correctes. Alors, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, on dit que la bataille de Navarin était une espèce d'accident. Est-ce qu'on peut toujours dire que c'est un accident lorsqu'on voit quand même les vues sur Navarin à partir de 1801? Bon, ça c'est peut-être une question un peu…
orienté. Et puis, une dernière peut-être plus basique. Je ne savais pas du tout que les ingénieurs topographes du dépôt de la guerre avaient la possibilité de vendre le produit de leurs travaux au grand public une fois celui-ci. Alors, je découvre vraiment cette information et merci beaucoup. Vraiment, ça change un peu la perspective aussi. Et la question que je me pose, enfin que je sais que ce n'est pas du tout une question nouvelle, mais la diffusion de ces cartes, parce que bon, vous-même, vous parlez d'exemplaires extrêmement rares, est-ce qu'il y a moyen d'avoir, avant la période, disons, qui suit l'expédition de Morée, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une diffusion des cartes autre que dans des cercles extrêmement restreints, pour ce qui est de la Grèce, bien sûr. Voilà, mais je ne veux pas non Oui, plus c'est vous des très bonnes accabler. questions. Ah, c'est une bonne question. Non, non, D'accord. toutes Bon, les trois, c'est ça des questions va. excellentes. Alors, J'apprends en vous écoutant. pour être très, très bref. Alors, la carte de 1852, c'est c'est l'expansion, si vous voulez, spatiale de la carte de 32, de la carte de l'expédition. La Morée est la même, à part les divisions administratives. Parce que les divisions administratives de Capodistria, qui sont celles de Pouqueville, n'ont pas été retenues. Alors, si je peux partager mon écran, si on a le temps après d'autres questions et d'autres réponses, je vais vous montrer la différence. On veut tout savoir. Ce qui est intéressant avec l'expédition scientifique de Morée, ce n'est pas seulement qu'ils ont retenu la réalité, ils ont retenu les divisions administratives de Capodistrias. Que Capodistrias retenait à son tour ce que Lapie et Pouqueville proposaient. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques durs, mettons, de l'expédition, ils s'intègrent à ce système d'identification de l'Antiquité, de la modernité de la Grèce. Et pas seulement ils adoptent le même système, du point de vue méthodologique, si vous voulez, conceptuel, pas méthodologique, la conception reste la même. L'Antiquité et la modernité sont liées, l'espace est le même, on est sur le même espace antique et moderne. Avec la toute première carte qu'on a vue, celle de Baclé d'Albe, il disait la Grèce moderne et le territoire de la Grèce antique. Il décrivait les deux en même temps. Même les géographes, même les naturalistes, je ne parle pas des antiquaires et des architectes, parce qu'eux, ils n'ont presque rien écrit. Mais les géographes, ils adoptent un déterminisme géographique. Ils considèrent, ils créent tout, ils sont inspirés, si vous voulez, par ce déterminisme géographique. Ils croient que la culture et la civilisation est née dans l'espace. Ils croient que les conditions de l'espace forment les races. La race, les caractéristiques de la race et l'histoire de la race, la civilisation, la culture sont pas seulement encadrées, mais définies, déterminées par les conditions géographiques. Le déterminisme géographique de Bory, de Saint-Vincent et de Puyon-Boblé, pour les critères d'aujourd'hui, est ahurissant. Puyon-Boblé finit par dire que les constructions cyclopéennes reproduisent les structures je ne sais pas du marbre, des apostolites. Tous leurs chapitres introductifs essayent de prouver leurs idées du déterminisme géographique. Alors, ce déterminisme géographique est le même pour les anciens, pour les modernes. Alors, du point de vue méthodologique, ils sont beaucoup plus, si vous voulez, comment le dire, je ne sais pas le dire, mais comment on pourrait définir Pouqueville, cette identification de l'Antiquité et de la modernité? Non pas parallélisme, identification.
les techniciens vont venir, les techniciens, les scientifiques vont venir en Morée pour le prouver. Et avec leur aura, leur aura scientifique, ils vont même ajouter beaucoup plus de foi à ces constructions, que ce farfelu de Pouqueville que tout le monde critiquait, qu'il manquait de culture, qu'il manquait de bagages scientifiques, qu'il n'avait rien lu, qu'il n'avait rien compris. Dans ce sens, je crois que c'est un Pouqueville scientifique, si vous voulez, Puyon, Boblet et Bory. Mais sur la carte de 52, rien. Là, sur la carte de 52, les provinces, si vous voulez, gardent les noms anciens, mais comme ils les gardent aujourd'hui, la Messénie existe. Elle a été restaurée par Capodistриas et elle existe encore. L'Arcadie, la même chose. Il n'y avait pas d'Arcadie avant 1821. C'est Pouqueville qui le propose comme géographie, c'est les gouvernements révolutionnaires qui l'adoptent et on les a toujours, c'est restauré. Voilà, on a la restauration de la géographie antique. Mais du point de vue de détail, non. Navarin est le port stratégique pour quiconque vient de l'Occident. C'est les Russes, les Vénitiens. Et on a des batailles navales à Navarin en permanence. Les Russes, quand ils ont fait le tour de l'Europe pour venir par Gibraltar et attaquer les Turcs, ils ont commencé par Navarin. Ibrahim a commencé par Navarin. Le siège d'Ibrahim était Modon. Modon, Navarin, c'est la même chose, c'est la même péninsule. Une des mers de marche. C'est la facilité. On a une grande fortification tout d'abord et on a un grand port naturel qui peut protéger une grande flotte. Alors, c'est lui qui occupe la région et dans le port et c'est lui qui l'attaque là pour entrer au port et être protégé à son tour. Et pour la diffusion, et dans l'Antiquité, à Byzance, sans doute, Navarin était toujours important. Cette péninsule-là, Navarin, Modon, Coron, c'était par là on attaquait, quand on venait de l'Occident. Et même du Sud, Ibrahim est allé là. Et pour la diffusion, les cartes du dépôt, comment on dit diavathmismenos en français? Ça, je cherchais les mots quand je parlais et ça ne m'arrivait pas. Gradation. Quand c'est top secret, quand c'est diavathmismenos. Classifié. Classifié, voilà, classifié. Alors, quand les cartes étaient... Napoléon commandait des cartes pour son propre usage et on n'imprimait qu'une ou deux. Ça, c'est rarissime. On va le trouver dans les papiers d'un géographe à la Bibliothèque nationale ou aux archives militaires. Une fois imprimée, une carte, je crois qu'il tirait autour de 500 à 1000 exemplaires. Et pour la diffusion, on voit par exemple que les cartes sont publiées dans les années 15, 16, 17 par là. Au moment où la révolution éclate et la Grèce devient à la mode, si vous voulez, où il y a du public qui s'intéresse à ces cartes-là, on réimprime. Alors, entre 1814 et 1821, dans ces 6 années, 1000 exemplaires étaient déjà diffusés pour qu'ils réimpriment. Une grande diffusion, je crois, une assez grande diffusion. On trouve même des publicités pour les cartes. C'est maintenant que tout se passe là, c'est les gens d'esprit ont besoin des outils visuels pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et les seules bonnes cartes sont celles de M. Lapie, vous pouvez les trouver chez M. Piquet, et c'était cher. La grande carte, je vais vous dire là, la Turquie d'Europe en 15 feuilles. Un instant. Ça, c'est pas par cœur. Hein. Voilà. Ici.
On voit que vous feuilletez un livre très intéressant. Oui, mais je cherche la pub. Ah, il y a la pub. Ah bon, ben alors on a J'ai la pub avec les prix, voilà, c'est là. Alors, c'était 80 francs, et je crois que c'est les francs, c'est des francs or. En 4 feuilles, c'est 40. Non, ça ne peut pas être de l'or, ça. Non, ça va. C'est 80 euros, 80 francs pour les 16 feuilles, 40 pour les 4. Une seule feuille pour la crête qu'on dit 10. Et la réduction de la carte, de la grande carte. Alors, On peut l'acheter sans la crête. Ça sert la pas. crête, maman, je peux vous l'envoyer par email après. Ah oui. Voilà, Magnifique. voilà. Vous pouvez nous montrer vous avez la photo de la publicité? Ah, Ah, vous l'avez. rien du tout, c'est rien du tout. On va pas vous- C'est juste un- un encart. Non, je vais vous la montrer un instant. Parce que j'ai fermé. Ah. Et c'est derrière, c'est la quatrième de couverture des observations de Tromelin. C'est l'éditeur a publié, c'était une quarantaine de pages, un pamphlet, une brochure plutôt sur les routes du voilà. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir. On va essayer. Ah oui, quand même. Oui, on voit un peu. Vous voyez un peu comment c'est la forme, pas le contenu. Voilà. Merci infiniment. Là, j'ai encore plus appris de choses. Je ne sais pas, il y a d'autres questions? Je vois pas. Non, je ne vois absolument rien. Personne ne lève la main. Il y a peut-être des personnes qui vont lever la main ici. Allez-y, je vous en prie. Il y a peut-être des questions Ah, il y a sur le Monsieur chat. Kotika. Il y a Monsieur Kotika. Monsieur Oui. Georges Kotika. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Bonjour. Bon, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Tolles. J'ai une toute petite question, mais après j'ai un autre commentaire. En fait, le nom du golfe de Corinthe s'appelait comment? Enfin, il s'appelait golfe de Lépante avant. À quel moment? C'est au moment de Capodis, est-ce qu'il y a eu ce changement? Toute la nomenclature antique a été restaurée à 28, oui. C'est en 28, oui. Mais on ne sait pas avant parce qu'on n'a pas de documents. On n'a pas de cartes. Rigas, sur sa grande carte de la Grèce, l'appelle golfe de Corinthe, Corinthiakos, mais sa source est française. C'est de l'île où sa source est une carte de la Grèce ancienne. Alors, la nomenclature, je peux vérifier si vous voulez, s'il donne un double nom. Vous faites votre commentaire et je cherche pour voir s'il donne un double nom. Le commentaire, c'est un peu différent parce que je remonte à 1 siècle et demi en avant pour l'importance des cartes. Louis XIV avait demandé des cartes des îles grecques, des Cyclades. Vous êtes au courant peut-être? Comment? La mission d'Ortière. Raso, je crois, il y a un géographe qui s'appelait Raso. Il y a une mission, on a 2 atlas magnifiques des îles de l'archipel, Gravier d'Ortière, je crois, la mission de Gravier d'Ortière. Dernières années non, 1680, par là, 85. Oui, c'est ça, oui. Et donc, il y avait deux groupes. Corinthe, chez les gars. Golfe de Corinthe. À Golfe de Corinthe. Non, mais pour cette, disons, expédition, il y a eu donc des cartes qui avaient été dressées pour Louis XIV. Il y avait 2 groupes, des cartes des Cyclades du Sud et des cartes des Cyclades du Nord. Alors, il se trouve que j'ai quelqu'un de ma famille qui était en Égypte et il avait des cartes. Il a eu des cartes des Cyclades du Sud. Vous avez parlé de Napoléon.
je me demande comment elles ont atterri en Égypte. Peut-être que Napoléon avait récupéré ces cartes et les avait emmenées en Égypte. Je ne sais pas, vous êtes peut-être au courant, non, maintenant, de ces cartes Je pense que pour ce matériel-là, je ne peux que suggérer des choses, c'est des idées plutôt farfelues là. Mais je pense que ça doit être une affaire des collectionneurs. Oui, oui, oui. Non, non, mais ils sont maintenant à la bibliothèque de l'université Aristotel de Thessalonique. Ah oui, oui, mais je l'ai vu dans la collection Tricoglou. Voilà, c'est ça. Oui, oui, ça. je l'ai vu. Ah, vous êtes au courant. Je l'ai vu l'Atlas. Je l'ai vu l'Atlas. Tricoglou, pas Tricoglou. Tricoglou, non, Tricoglou. C'était un cousin de mon père. C'est pour ça que je connais bien ce monsieur. Alors là, c'est un collectionneur. Alors lui, il l'a acheté à Londres, à New York, il l'a acheté partout. Je pensais qu'il les a achetés à Londres. Ou à New York, ou à Genève. C'est une affaire de collectionneur. Enfin, c'est une très belle collection. Il y a des cartes magnifiques. Je ne sais pas si ça peut intéresser des personnes. Il y a son couple aux archives militaires. Il y a le couple à Vincennes. Là, à Vincennes. Il y a l'Atlas jumeau un peu plus riche, mais aussi beau. Vous pouvez aller le voir. Oui, oui. Bon, c'était ce que je voulais dire, mais je me demande si ce n'est pas Napoléon qui, en allant à la campagne d'Égypte, avait récupéré ces cartes qui montrent les détails des îles grecques, des Cyclades. Je ne sais pas. Je sais que quand il est parti en exil, il a pris toutes les cartes manuscrites du dépôt de la guerre avec lui. Bon, enfin bon, non, mais bon, c'était juste un petit détail. Mais c'était une exposition très intéressante. Enfin bon, je vais m'arrêter là, mais merci beaucoup. Je vous remercie encore pour votre exposé. Je peux demander la parole? Oui, allez-y, je vous en prie, monsieur. Allez-y. Oui, Michel Sivignon. J'ai beaucoup apprécié le travail de monsieur Tolias et je voudrais simplement rajouter quelques petites choses parce que moi, j'ai travaillé au contraire sur la période postérieure, autrement dit sur la cartographie telle qu'elle se développe avec l'expédition du général Maison. En effet, dans cette expédition du général Maison, après Navarin, il y a une brigade topographique. Et cette brigade topographique est composée d'ingénieurs géographes qui appartiennent au service géographique de l'armée. Et ce service géographique de l'armée, à ce moment-là, est tout à fait en pointe en matière de technique. Il vient d'entreprendre en 1817 la carte dite carte d'état-major de la France au 80 millième, qu'il va mettre à peu près presque un siècle pour terminer, la dernière feuille paraissant à la fin du 19e siècle. Lorsque, et je rejoins là ce que nous a dit Georges Tolias, lorsque Capodistria fait un tour des capitales européennes et s'arrête à Paris, il demande au gouvernement français de lui envoyer au début un ingénieur géographe de manière à préparer pour les besoins de l'État grec en gestation ou un peu plus qu'en gestation à ce moment-là, de préparer un certain nombre d'objectifs. Premier objectif, avoir une carte précise. Et là, il y a un gouffre entre les cartes telles qu'elles sont faites jusqu'à ce moment-là, je parle des cartes de la Grèce, et les cartes qui sont faites avec des procédés qui sont des procédés totalement scientifiques avec triangulation et nivellement. Je pourrais expliquer en 2 mots ce que ça veut dire, mais en tout cas, les gens des brigades topographiques travaillent sur le terrain, mesurent des côtés de triangles qui font à peu près 3 km, ils commencent en Arcadie, ils continuent et ils font tout le Péloponnèse, puis les îles. Énorme travail et extrêmement difficile et risqué. Donc, ce que demande Capodistria, il demande une carte moderne où soient indiqués tous les villages, toutes les altitudes,
tous les détails, par exemple les zones marécageuses, etc. Et où soit sur cette carte, où ces détails, si vous voulez, lui permettent d'avoir une connaissance précise du territoire qu'il va avoir à administrer. Deuxièmement, il lui demande aussi des plans de ville. Et comme il s'intéresse à Tripolitza, le Tripolis actuel, il lui demande un plan à une échelle beaucoup plus importante de la ville. Et il lui demande une cartographie des installations de fortification que lui ont laissées les Vénitiens et les Turcs. Il demande tout ça aux envoyés et en l'occurrence un capitaine qui s'appelle le capitaine Pelletier qui débarque avec Maison à la même période. Il lui demande aussi de former un ensemble de jeunes Grecs qui soient capables de prendre la suite avec le même bagage technique. Et en tout cas, c'est cette carte, et Georges Tolias l'a rappelé, qui va être faite morceau après morceau, non seulement du temps de Capodistrias, mais avec l'approbation ensuite et la demande du roi Othon. Et la dernière feuille sera gravée et imprimée en 1852. Et là, il y a un gouffre entre cette cartographie qui est de la cartographie scientifique et une cartographie antérieure qui était, sauf, elle était un peu scientifique à partir des bateaux, à partir de la mer, mais dans l'intérieur, c'était beaucoup à l'estime. Donc ça, c'était la remarque que je voulais faire, cette grande différence. Très bien. Merci, Monsieur Sivignon. Merci de votre intervention. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Tolias? Parce que nous allons… C'est les travaux de… Moi, je me suis servi, je me sers toujours de travaux de Michel Sivignon, mais il n'a parlé que 2 minutes et c'est dommage parce que c'est un grand spécialiste. Monsieur Sivignon, ce que j'ai beaucoup aimé dans un de vos ouvrages, c'est l'observation qu'ils ont abandonné le projet détaillé et une partie est faite correctement, une autre partie est faite plus en hâte, et il y a des parties même qui ne sont pas cartographiées parce qu'il y avait la peste, il y avait toutes les maladies possibles et imaginables, il y avait des sauvages, il y avait le brigandage. Le brigandage, voilà. Le soupçon d'espionnage. Oui. Et Capodistrias qui ne les aimait pas du tout. Et eux aussi, eux non plus, ils n'aimaient pas beaucoup Capodistrias. Ça, c'est une affaire intéressante. C'est une affaire intéressante. On peut discuter une autre fois. Si cette cartographie-là de l'expédition, et j'aimerais avoir votre opinion, mais sans doute une autre fois parce qu'il est tard pour tout le monde. Quel est le rapport entre le colonialisme? L'expédition en Égypte était une expédition scientifique, était une expédition d'invasion. Celle d'Algérie qui suit quelques années plus tard, c'est une expédition coloniale. La Morée, entre les deux, il y a eu une armée d'occupation, mais une armée d'occupation libératrice. C'est étrange et curieux pour le 19e. Quel est le lien entre la volonté française du gouvernement français de soutenir les intérêts de la France en Orient et cette cartographie-là? Boris de Saint-Vincent est très progressif, il est extrêmement contre. Et c'est pourquoi il n'a pas fait lui-même la carte, c'est d'autres qui ont fait la carte après. Il y a un grand décalage entre la politique précise. On a le massacre d'Argos, quand il massacre tous les russophiles, et Capodistrias est russophile aussi. On a une armée qui adopte une politique interventionniste assez particulière,
Et de l'autre côté, on a des intellectuels et des savants qui n'entrent pas dans ce jeu et qui les critiquent même. Je crois que c'est très intéressant comme système, les équilibres entre la volonté du gouvernement grec, les volontés grecques, la volonté française et les pratiques sur le terrain, sur place, où l'élément personnel moi, je refuse de voir l'expédition scientifique comme une intervention inspirée par des idéaux, par des idéaux politiques impérialistes ou colonialistes. En revanche, j'accepte ça pour l'Algérie ou pour l'Égypte. Mais je crois que les idées philhellènes étaient si progressistes et le philhellénisme de Bory et de Puyon-Boblet et des autres membres, d'Edgar Quinet et des autres membres de l'expédition ne sont pas en consonance avec la politique officielle ou les pratiques politiques françaises ou britanniques ou autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, je vois un peu, je crois que c'est un peu difficile de répondre comme ça, puis en plus, ça n'est pas directement de ma compétence. J'ai plutôt des idées comme ça, mais je suis prêt à en discuter avec vous dans un autre cadre. Ça me ferait au contraire énormément plaisir. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une expédition comme celle de Maison arrive, et il y a la politique du gouvernement et puis il y a sur place des soldats qui, eux, doivent se battre contre les Turco-égyptiens et ont leur opinion sur ce qu'ils voient de l'état de développement. Et quand on parle de, comment dirais-je, de opinion colonialiste, peut-être on met là-dedans aussi le fait que les soldats qui arrivent là sont en majorité des paysans. Ils trouvent que la terre est mal cultivée, ils se demandent pourquoi, etc. Et on va avoir les mêmes réactions. Et là, on est beaucoup mieux armé pour en parler parce qu'il y a énormément de témoignages lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire quand il y a débarquement français à Salonique, mais lorsque les soldats français regardent l'état de développement, ils en tirent une conclusion et la conclusion qui vient après, et on a ça assez souvent, c'est « Ah, ben là, on pourrait faire quelque chose de bien, quoi. » Et comment dire, le système colonial algérien n'est pas très loin là-dedans. Je suis pas tout à fait sûr qu'il faille opposer d'une manière drastique, si vous voulez. Ce qui est totalement spécifique dans le cas de la Grèce, je crois, c'est le philhellénisme. Il n'y a absolument rien qui ressemble à ça, ni pour l'Égypte, ni pour l'Algérie. Et ça peut bouleverser tout. Bien sûr. Ça peut changer tout, oui. Bien sûr. Mais, encore une fois, je sors de ma compétence. Oui, des idées. Oui, c'est pas mon domaine non plus. Il y a le trio des dames Vassa, Niki, oui, qui voulaient intervenir. Vous aurez peut-être le mot de la fin parce qu'il est très tard. Il y a plusieurs personnes qui se sont déconnectées. Il serait bon qu'on aille vers la fin de cette conférence. Vas-y, Vassa. J'aimerais dire, effectivement, Georges Toglias a dit à Michel Sévignon qu'il n'a pas assez parlé et je suis tout à fait d'accord, donc excusez-moi de relancer cette affaire. Je voulais dire à Michel Sévignon que j'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises parce que je vous ai lu également et j'aurais bien voulu vous entendre, nous aurions voulu vous entendre plus amplement. J'espère qu'on vous verra, en tout cas, sur les lieux de l'exposition. Vous annoncez votre venue. Bien sûr, oui. Voilà, donc on en parlera. J'ai pris rendez-vous. Voilà, et donc toutes ces discussions qu'on a eues, qui seraient intéressantes et stimulantes, peut-être donneront lieu à d'autres échanges également. Je vais quand même profiter de votre présence sur Zoom ce soir pour vous poser une question
en plus, c'est-à-dire là, sur la carte de 1852, nous avons le plan d'Athènes, comme vous le savez, et une question se pose, est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez des soupçons sur la date à laquelle ce plan a été levé? Parce que bon, 52, c'est la dernière feuille. On n'a Non, pas je de... suis totalement ignorant de ça. Totalement. Non, non, Peut-être- Désolé. c'est qu'à 49. À 49, genre, 49. voilà, donc Parce qu'il y avait des mises à jour. Ils ont commencé, ça c'est Saïtas qui sait tout. Ils ont commencé assez tôt en Attique. Vous le savez aussi, Monsieur Sévignon, quand Compétier revient après l'expédition scientifique, quand il revient, Oui. il commence par l'Attique à Athènes. Oui. Alors, le premier élevé, c'est début des années 30, 34, 35, 34, par là. Il revient en 39, et puis la dernière mission, c'est Athènes 49. Alors, il y a des rectifications, des mises à jour. La capitale change rapidement. Les avenues, les routes, tout l'urbanisme. C'est 49, l'image qu'on a. Ah, mais merci. Alors là, on C'est arrive. bon, Alors, ce que Marie-Lise, représente- Marie-Lise, Oui, bonsoir. Oui, et justement, ce que représente Athènes en 1849, c'est très bien de le savoir. Parce que comme il y a le changement radical de la ville d'un an à l'autre, là, si c'est l'image de 49, c'est déjà quelque chose de savoir ce qui était construit en ce moment-là. Ce qu'on voit sur la carte, et on le voit très bien, ce qui était construit en 1849. Si Voilà, les mises moi, à je jour sont correctes. Si les Pardon. mises à jour sont correctes. Si les mises à jour sont correctes. Oui, 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 oui. Oui, justement. à voir. Mais comme on a... Il y a ça. Oui, 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 oui. Ah, Oui, 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 oui. Ah oui. C'est Voilà. Manuel Flores qui a étudié cette. Je vais t'envoyer la référence. OK. Je vais t'envoyer la référence. Merci. Mais là, c'est 49. Je crois que c'est là que je l'ai lu. Oui, et oui. comme nous sommes restés entre nous, je crois que Clara Day, qui est peut-être encore là, va aussi en profiter pour ses travaux sur. Oui, oui, je l'ai sur mon bureau à l'EFA en ce moment. Vous êtes, pardon? Vous êtes, La- vous le, l'avez- le livre que M. Tolias vient de montrer est sur le bureau à l'EFA, donc c'est bon. Je vois que c'est 49. Alors, vous pouvez vérifier si vous voulez. Oui. Bon, mais là, on entre sur des Non. points très précis. là, Marie-Lise, ça oui, voulait Je ajouter voulais- quand même. mais quelque juste, chose. non, je voulais remercier encore une fois parce que je suis pleine d'admiration pour ce qui est raconté sur les cartes par Georges Tolias et par M. Sévignon également. C'est toujours, on apprend l'histoire, aussi l'histoire politique. Hein? L'histoire politique est là, présente à travers les cartes. Et la cartographie. Donc, pour moi, c'est une découverte chaque fois. Comme je suis ignorante, complètement ignorante avec les cartes, c'est vraiment chaque fois une découverte nouvelle. Ce qui est assez magnifique, c'est d'avoir justement, on a un objet de lecture, mais bon, ça vous le savez évidemment mieux que nous, qui est tellement polymorphe que toutes sortes de lectures sont possibles en même temps. Et donc, quand nous sommes ensemble, on a chacun sa lecture et c'est un livre en plusieurs dimensions finalement. Voilà, donc ce que bien. vous nous montrez. Ce qui est magnifique, c'est d'avoir, d'être à Athènes et d'être en Zoom grâce à toi, Vassa, et d'avoir Michel Sévignon, d'avoir notre ami, de pouvoir avoir cette discussion. C'est sans voyager, sans prendre de risques. Ah, mais il faut voyager un peu aussi. Ça, c'est la faute à la pandémie et le bon côté qui nous a permis, depuis l'interdiction de nous réunir, d'organiser ce genre de visioconférence. On en a pris l'habitude, donc nous allons vous en proposer de temps en temps. Et je profite pour vous dire que vous m'avez donné le mot de la fin.
comme ça, le 5 novembre prochain à 19h30, nous aurons le plaisir d'accueillir le journaliste Tassos Kostopoulos. Il va… Le 5 novembre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le 4? Le 5 Non, novembre. tu as dit le 7. Ah, pardon, excusez-moi, le 5 novembre prochain, oui, effectivement. Donc, il va nous parler le Janus de la libération, intégration nationale, extension des frontières et réfugiés, 1912-1922. Mesdames et messieurs, c'était un moment extrêmement instructif, très agréable. Merci infiniment, Monsieur Tolias, Monsieur le professeur. Merci à tous les intervenants suivants et merci à tous les participants. Une très bonne soirée à tous. Γεια σας. Γεια σου Μαριλίζα, δεν σε Au revoir. Bonne nuit. Il y avait une quatrième personne avec nous. Il y avait une quatrième personne avec nous. Allez, Nectar. Bonsoir, monsieur Sévignon. À la prochaine. Bonsoir et à Monsieur bientôt, Tolias, quand j'espère. vous serez à Paris, nous aurons le plaisir de vous rencontrer, j'espère. Ben moi, à partir du mois de début novembre, là, je crois que je viens le 10. Ah, zut alors. Juste après la fin Parce du… que Fin de l'expo. si vous êtes là le 9, il y a encore l'expo. Le Donc, 9 et à l'expo. Je veux voir. Je vais t'écrire ça. D'accord. Pour Merci. réserver. C'était magnifique. Et on a vu des choses vraiment magnifiques avec des présentations d'un rare intérêt quand même. C'est pas que les cartes qui étaient rares, c'était voilà, les présentations aussi. Voilà. Bon, merci beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de personnes, mais je rappelle que vous allez pouvoir dans quelques jours voir la conférence sur le canal YouTube de la communauté en entier. S'il y a des choses que vous avez ratées, Merci. vous allez pouvoir les réentendre. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne soirée, bonne fin de soirée. À vous également. Au revoir. Je vais mettre fin à cette réunion donc. Au revoir. Au revoir.